Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du PCI qui est sorti là il y a une trentaine de minutes, et puis on va discuter de concepts de liquidité, de choses comme ça. Un petit peu sur le modèle de la vidéo d'il y a 2-3 jours où je vous avais expliqué toute une histoire d'inversion du sentiment sous une certaine barre de prix, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, mettre un like, faites-le maintenant, et du coup venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On est là donc sur le BTC face au dollar comme d'habitude. Je vous ai remis les concepts un petit peu que j'avais utilisés dans la vidéo d'il y a quelques jours autour des concepts de verrou et d'ouverture de porte. C'est-à-dire que à partir du moment où on casse un verrou, on a des inversions de sentiments. On va croiser ici une analyse avec une autre analyse, puisque j'en ai parlé hier sur le Discord, donc venez nous rejoindre sur le Discord si le cœur vous en dit. J'en ai parlé hier sur le Discord, qui est plus ou moins, on va dire, un concept qui s'appelle Swing Failure Pattern, c'est-à-dire le concept SFP. Concept que moi j'utilise beaucoup dans des périodes un peu comme ça, c'est-à-dire des périodes de consolidation où on peut avoir des résultats qui sont vraiment plutôt sympas sur des points d'entrée intéressants et éventuellement des points de TP également intéressants. Qu'est-ce que le concept SFP? Finalement, ça revient pas mal à ce que je vous expliquais par rapport au fait qu'à un moment donné, on pète un verrou et que du coup, le fait de péter ce verrou, tout simplement, inverse le sentiment. On va du coup ouvrir la porte et chercher la liquidité qui se trouve en bas. Et puis à partir de là, le prix peut se retourner pour retourner soit au verrou supérieur, soit au verrou inférieur. Donc là, je vous ai mis les deux grosses figures, enfin on va dire c'est une grosse figure dans son ensemble, mais je vous ai mis également toute la partie verrou et porte dans la consolidation ici actuelle. Et si on analyse, on va dire, ce qui s'est passé hier, et bien hier on a eu, puisque hier on a fait ce dump là ici, cette nuit, ici, on a eu effectivement au moment où on a ouvert cette porte-là, c'est-à-dire le bas du range, tout simplement, on a eu une vraie inversion de sentiment également, c'est-à-dire que, vous le voyez ici, si je dézoome un petit peu, on est bien en 5 minutes là, on va se remettre comme ça. Alors c'est pas grave, il y est plus, mais globalement, d'une manière générale, ce qu'on peut voir ici sur le début du mouvement, c'est tout simplement que là j'ai une augmentation du prix, une augmentation de l'open interest, mais par contre j'ai un sentiment qui s'inverse, c'est-à-dire que j'ai énormément de shorters qui rentrent. Donc le prix il fait son taf, il vient chercher ici la borne haute pour liquider tous ces mecs là, et du coup ça m'amène vraiment à vous parler de ce concept de SFP. On va d'abord faire la news, c'est-à-dire toute la partie sur le PCI. Le PCI, il est plutôt au consensus, c'est-à-dire qu'on avait ici, pour aujourd'hui, un consensus à 5,1% et on est à 5%, enfin là c'est le forecast de Trading Economics, mais le consensus devait être dans ces eaux-là, et on avait un consensus pour le month over month, donc mois sur mois, de 0,3, et on est effectivement à 0,3. Donc on va dire que ces chiffres continuent à pousser la narration d'une inflation qui est en train de ralentir, donc ça c'est vraiment intéressant pour éventuellement des forecasts plutôt haussiers, on va dire, sur le fondamental. Après, comme vous le savez, le prix ne réagit pas toujours exactement de la manière dont on voudrait, bien évidemment, aux news fondamentales, ce sur fond de manipulation et de liquidité. Donc, on va ici montrer le concept en 4 heures. Ce fameux concept de, on va dire, SFP, ou en tout cas, inversion du sentiment sous un certain point. Ici, en 4 heures, et vous comprenez que ce concept peut marcher dans toutes les timeframes, en fait, ça dépend de la timeframe que vous tradez, mais en 4 heures, on voit clairement, on va dire, une ligne ici où le sentiment à chaque fois s'inverse, c'est-à-dire que on a effectivement des shorters qui rentrent, ce qui fait monter le prix, et où en fait on appellerait cette zone une zone intéressante pour longuer. Vous voyez qu'on l'identifie comment? On met les bougies en 4 heures, alors ça pourrait être une autre time frame, là en gros c'est la time frame qui parle le plus, et on voit qu'on n'a que des mèches, pas de clôture en dessous en 4 heures, donc ça nous dit c'est un point intéressant où finalement on vient juste à chaque fois chasser la liquidité en dessous, et puis après finalement le prix se retourne tout simplement sur fond de plus de shorters que de longueur, on va dire. Donc ici, on va dire la zone super pour éventuellement placer des longues, bien évidemment, et ça j'en ai déjà parlé sur plusieurs jours autour de la vidéo, c'est autour des 22, entre 22,3 et 22,5. Hier, vous voyez qu'on est venu y faire un tour, et donc du coup c'était une zone vraiment intéressante pour placer un long.
Et ce faisant, on a cassé ici la porte de, on va dire, la mini-structure qui se trouve au-dessus. Donc, inversion du sentiment, je l'ai dit, au 22,8, on peut tabler sur le fait que, dorénavant, on a une nouvelle zone ici où l'inversion du sentiment pourrait se produire, c'est-à-dire sous désormais les 22,762. On va dire que la zone premium moins, ça sera celle-ci. La zone premium plus, ça sera plus ou moins celle-là, c'est-à-dire celle qui est en dessous, où vraiment on pourrait venir faire ici une chasse aux liquidités, par exemple, de ce point-là. C'est pour ça que moi, je garde la diagonale inférieure ici, parce que tout simplement, là, vous le voyez, on avait un point de liquidité, on est venu le chercher ici. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on a des longues ici qui se sont potentiellement accumulées sur tous ces niveaux-là. Donc, le prix pourrait avoir envie de chasser toute cette liquidité. À ce moment-là, le marché passerait shorter et effectivement, on pourrait revenir potentiellement jusqu'à la porte supérieure, qui est ici. Les 23,4. Donc ça, c'est important à comprendre pour moi, et vous pouvez utiliser ce concept un petit peu dans toutes les time frames. Vous pouvez utiliser ce concept aussi en short. Vous voyez que là, par exemple, en 4 heures, on a cette ligne violette là, que j'appellerai le verrou également. On a eu effectivement là ici une clôture au-dessus, mais à chaque fois qu'on a tendance à mècher, trop de longueur qui rentre effectivement sur ce mouvement, vous le voyez sur toutes les mèches ici, et également celle-ci, donc on a un rejet potentiel du prix. Est-ce que là, le prix va venir retaper à la porte, ou alors est-ce qu'il va revenir à la porte inférieure, on va dire, qui est celle-ci? C'est une question, effectivement. Le problème de ce type de setup, c'est bien entendu la direction qui est compliquée à comprendre. Cela dit, on pourrait aller ici faire une analyse dans des time frames plus petites pour essayer de comprendre éventuellement ce qui est en train de se passer actuellement. Là, déjà, on le voit sur le prix, peut-être une pattern de reversal, si jamais elle se met en place. Pour le moment, elle n'est pas valide. D'épaule, tête-épaule inversée, comme ceci, qui nous donnerait une target au 23,6, donc ça c'est intéressant. Peut-être qu'on va justement, encore une fois, alors oui c'est ça, 23,6, et là on était monté au 23,8. Donc ça c'est intéressant déjà, ça nous donne peut-être une petite, si jamais on pète en tout cas, on aura plus ou moins des chances de continuation haussière au-dessus de cette traîne. Certains pourront prendre l'épaule tête-épaule comme étant plutôt un élément droit, hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment les jouer à plat. Moi je prends d'une aisselle à l'autre, c'est-à-dire ici j'ai une aisselle et ici j'ai une autre aisselle, je prends toujours mes épaules tête-épaule comme ça, mais après bon, ça peut être, c'est vraiment selon... Donc là on aura effectivement un signal peut-être intéressant si on vient casser à ce stade les 23 000, ou enfin vous voyez la pente est descendante là, donc on pourrait éventuellement voir de ce côté là. Encore une fois, et là on joue la time frame plus petite, alors là je vais peut-être un peu forcer, mais si on se met en 30 minutes on va mieux le voir. La time frame plus petite et donc du coup la figure qui est plus petite. Pour le moment on est sur une phase, on va dire, dans une descente, une phase qui est montante, hein, vous le voyez ici, une 2, peut-être une C, là, ici, qui pourrait aller plus haut, éventuellement, si on a trouvé le bas de B ici, pourquoi pas. Mais à ce stade, on se fait repousser par cette fameuse ligne de coup, qui pour l'instant n'est pas validée, de cette fameuse épaule-tête-épaule inversée. Concrètement, ici, l'épaule gauche est peut-être un peu moins, on va dire, péchu que l'épaule droite. Vous le voyez ici, on pourrait tout à fait en fait faire une épaule beaucoup plus profonde, revenir chercher dans cette zone, on va dire cette zone discount là, et venir, comme je vous le montrais ici, le nouveau verrou, revenir chercher une nouvelle fois sous le nouveau verrou avant de bien évidemment faire ce mouvement. Pour le moment, bon, on va voir ce qui se passe. Le PC, comme je vous l'ai expliqué, est plutôt bull. On va voir si la demande au spot reprend, ce genre de choses, etc. Mais pour le moment, ce qu'il faut jouer, c'est plutôt les petites time frames tant qu'on n'a pas de confirmation de reversal plus importante. Une épaule tête épaule, on n'est pas obligé d'avoir une symétrie parfaite entre les épaules, etc. Là, c'est vraiment une extrapolation, ce que je vous donne. Néanmoins, on cherche à avoir un rapport de 0,5, 0,75 entre la profondeur de l'épaule et la profondeur de la tête. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, par exemple, si on prend ce point-là, donc l'aisselle, 1% ici et 2,50 ici, j'aurais effectivement une épaule ici de ce côté-là qui serait pas extrêmement dans les normes, on va dire, les normes au sens de Bulkowski, c'est-à-dire les guidelines, la manière dont Bulkowski appréhende ces figures. Ici, j'ai 2,83 et là, j'ai 1,40. Pour le coup, le rapport de 1 sur 2 est respecté sur celle-ci. Donc, peut-être que ça irait dans le sens de ce que je vous expliquais par le passé, c'est-à-dire que en fait, on va potentiellement ici venir chercher cette zone à nouveau, c'est-à-dire celle des 22,6. On pourra éventuellement commencer à réfléchir au mouvement plus grand, celui qui pourrait aller à 25-30,
que dans la mesure où on aura perdu, pour moi, ici, ce niveau, cette porte-là, on aura à nouveau ouvert cette porte-là, qui va inverser le sentiment. C'est pas tout à fait une certitude, mais voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, pourrait nous dire, si on voit à ce stade que, eh bien, on redescend, merde, pas possible. On redescend à nouveau dans cette zone et comprenez bien ici que, on va dire, le scénario le plus inquiétant serait à contrario de venir prendre ce point en premier et ensuite de redescendre. Parce que là, pour le coup, on va dire qu'on n'aura plus de stop shorter au-dessus à venir prendre, donc le prix pourrait ne pas faire cette reversal en bas. Et là, en l'occurrence, moi, j'établirais plutôt les points sur cette zone de volume profile ici au 21,5 et potentiellement fermeture du gap CME et retour au retest du realized price, le realized price étant le prix moyen où tout le monde a payé ses bitcoins. Et vous voyez ici qu'il se trouve à, pour l'instant on ne l'a pas retesté, 19 800 $ à ce stade. Donc voilà pour l'analyse, on va dire, sur BTC. Oui, donc je voulais vous parler donc de cette fameuse, on va dire, technique SFP. Là, par exemple, si on se met dans cette zone-là, voilà, pour moi, on voit assez bien. Vous voyez qu'on a ce verrou ici. Pour le moment, on est en dessous. On est en train de clôturer même en dessous des timeframes 1 heure. Est-ce qu'en 2 heures, c'est le cas? Oui. Donc, du coup, on pourrait s'installer ici, peut-être dans la zone inférieure. Comprenez ici que ce sont des paliers de sentiments que dont le prix a besoin de passer. Encore une fois, à ce stade-là, si jamais on pète cette trendline ici baissière, on a peut-être des chances de venir faire un mouvement haussier qui à minima vient et bien du coup chercher les verrous supérieurs. Si c'est pas le cas et si on continue à dégueuler ici dans ce sens-là, pour le moment, on va dire que cette zone est une bonne zone pour commencer à appréhender du long. Donc ça, c'était le concept SFP, concept que moi j'utilise beaucoup avec mon chartisme, croisé au chartisme et croisé aux liquidités. On va faire ici le tour des news. Chevron qui poste des très très hauts profits, hein, donc tout va bien pour le pétrole en ce moment, aucun souci de ce côté-là. Ici, pour moi, pas grand-chose sur... un développeur sur 4 sont intéressés par la technologie blockchain. Ici, un échange apparemment en Corée qui aurait des soucis. Bon, c'est pas des news majeures, hein, donc on va passer là-dessus. Ici, les NFT Porsche, je crois qu'ils ont pas très très bien marché, les NFT Porsche. Donc du coup, ils sont peut-être ici en train d'essayer de voir une nouvelle politique. Vous pouvez éventuellement les rendre. Bon, apparemment, le floor price a quand même augmenté, mais ils en ont pas vendu beaucoup. Ici le Paraguay, les compagnies au Paraguay qui font du mining qui ont des problèmes à cause de la hausse des prix de l'énergie, des très mauvais earnings visiblement pour Intel, un horrible quarter, un horrible trimestre. Ici, bon, sur ce qui est calendrier économique, on a clôturé cette semaine. Bien évidemment, les gros rendez-vous de la semaine prochaine, ça sera le rapport ADP. On aura beaucoup de choses mercredi, puisqu'on aura le rapport ADP, donc des news sur l'emploi, mais on aura surtout le FOMC qui sera donc le meeting de la Fed, lors duquel Jérôme Powell va décider... pas tout seul, mais ils vont décider de combien vont augmenter les taux. À ce stade, vous voyez que le marché price à 99% le fait que les taux ne seront augmentés que de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25%, probablement ce qui va arriver. Hein. Il n'y a pas vraiment il y aura pas vraiment de surprise, je pense. Attention à l'éventuel sell de news, c'est-à-dire comme le marché est plus ou moins au courant de cette info, il est possible qu'au moment où on a le FOMC, donc là on aurait peut-être un pump sur les prochains jours, dans l'annonce de cette news, dans l'attente de cette news, et puis au moment où le FOMC sort, comme ça avait été le cas le 14 décembre, je vais vous le montrer ici sur le prix. Le 14 décembre, je vous avais déjà fait cette mise en garde, je vous avais dit attention, on va avoir une bonne nouvelle, mais il est possible que ça engendre un sell de news, donc une vente de cette news, et vous voyez que pile au 14 décembre, en fait, on avait fait le rallye ici pré-FOMC, et au moment où la news est sortie, puisque tout le monde s'y attendait, effectivement, pivot de la Fed et ralentissement, et ben là, on a un sell de news, et ensuite, on repart en tendance haussière sur fond de bons CPI autour du 10 janvier.
on va faire la liquidité. Je pense qu'on a fait le tour des news. Allez voir également sur TikTok, j'ai posté un trade potentiel sur DYDX. DYDX, en fait, on va vite juste faire un point là-dessus. DYDX, donc je vous engage aussi à utiliser ce site qui vous en apprend beaucoup sur les unlocks de tokens qui sont prévus cette année. DYDX avait normalement un unlock de token qui était prévu en février. Ils ont sorti ici la news comme quoi cet unlock allait être décalé en décembre. Donc finalement, on a décalé tous les problèmes de tokenomics que pouvait avoir DYDX. Donc pour moi, ce sont des bons trades à éventuellement venir prendre pour toute la partie, on va dire, jusqu'à décembre. Et la structure est plutôt jolie, je trouve. Alors, allez voir le TikTok et où j'explique vraiment tout le potentiel trade. Mais en gros, si on pète ici, soit on joue un retracement et on joue le fait de revenir ici en haut pour prendre la liquidité qui est là, tout simplement. Donc là, on attend un retracement. Dès qu'on a une structure, on prend éventuellement ici la structure intermédiaire, on va dire. Enfin, le pump intermédiaire, parce qu'il faudra bien à un moment donné venir prendre la liquidité qui est ici. Ici, on pourrait quand même voir une jolie structure d'accumulation, triple bottom, avec des variations entre les bottoms de plus de 160, 160%, donc c'est pas dégueulasse. Et puis voilà, mais comprenez bien ici que effectivement, si on arrive à péter tout simplement cette résistance-là, avec un retest réussi par exemple, eh bien on a une magnifique structure de retournement sur DYDX et avec une target qui nous emmènerait autour des 7$. Pour le moment, on est autour des 2,15$. Bien évidemment, ce trade ne se prend pas maintenant, il se prend une fois qu'on a cassé et au retest, sinon vous allez vous faire allumer. Pourquoi je parle de ça? Par rapport à la tokenomics. Voilà, je voulais vous présenter ce site qui est vraiment pas mal, sur lequel vous avez ici, vous tapez le token et vous avez vraiment un graphique, quelque chose d'assez visuel sur les unlocks. On va faire la liquidité, 92 millions de liquidés hier, dont 27 millions sur Ether, 23 millions sur Bitcoin. Carnet d'ordre, ce qui peut être intéressant de voir. Ce qui serait vraiment cool ici à ce stade, en fait, c'est d'avoir un spoofing comme on avait eu ici. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oula, on va... si on commence à avoir des murs d'ordre ici dans le carnet d'ordre, pour moi, c'est du spoofing, ça veut dire c'est de la manipulation, ça veut dire ne rentrez pas en long là-dessus, il y a un mur de vente, et en fait, on enlève le mur de vente au dernier moment, exactement comme ça avait été le cas sur cette séance. Après, pour moi également, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement on a des ordres de vente qui viennent se faxer là, on a des gens qui sont ici à la vente, mais par contre, tous les ordres qu'on avait ici et qui étaient plutôt étalonnés sous les 15 000$, on voit dans une forme de sentiment que petit à petit, ils viennent se décaler. Là par exemple, ici à ce stade, entre les 20 000 et les 17 003, et à nouveau, ici, vous voyez pas mal d'ordres qui s'annulent et qui viennent se faxer à nouveau dans la zone qui serait ici plutôt entre les 22 et les 20 000. Avec un petit down jusqu'au 19 800. Donc ça, c'est intéressant de voir que le sentiment est éventuellement en train d'évoluer. Vous avez des gens qui continuent à garder leurs ordres de DCA en dessous, bien sûr, mais on va dire il y a pas mal d'ordres qui petit à petit augmentent. Donc ça en dit un petit peu long sur le sentiment et la volonté d'achat. Qu'est-ce qu'on a pris en termes de liquidité? Vous voyez qu'on a pris ces trois niveaux-là. Enfin, on en a pris deux, on n'a pas totalement pris le troisième ici. Moi, je l'avais mal mis. Si, on l'a pris, ouais, je l'avais mal mis. Donc, on a pris celui-ci aussi. Pour le moment, on a effectivement du monde au-dessus, pas de souci là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Le prix est plutôt à la descente. J'ai un open interest qui augmente, donc on a effectivement un point de short important ici. Ici, j'ai une latéralisation, donc on peut considérer qu'on a été shorté également ici. Ça ne veut pas dire qu'on va aller tout de suite là-haut, bien évidemment. Ici, même chose, vous voyez que le prix est plat, l'OI est plat et tout ça est plat, donc on a du long et du short effectivement à la fois au-dessus et en dessous. Ici, c'est l'événement un peu de liquidité dont je vous parlais hier, donc pour moi on avait été fortement, on va dire, shorté à partir de là, et vous voyez que le prix est venu le réparer tout de suite, donc on peut enlever celui-ci. Et puis ensuite on est plutôt long ici sur toute cette période là, même si finalement on va dire que ça suit pas mal, c'est-à-dire le prix augmente, on clôture du short donc ça augmente, l'open interest augmente avec le prix. Pour le moment tout cela est plutôt propre. Qu'est-ce qu'on a ici comme événement intéressant sur on va dire les dernières minutes d'aujourd'hui?
Ici, j'ai une latéralisation du prix. Ici, on descend au niveau du prix, enfin en tout cas très légèrement. Et donc du coup, ici, effectivement, j'avais des entrées de shorter. Plus d'entrées, enfin, j'avais des entrées flat, mais j'avais plus d'entrées que de shorter que de longueur, puisque ça a diminué le funding. Qu'est-ce que fait le prix? Il vient effectivement prendre ce point. On peut considérer qu'il y a peut-être un point à prendre encore à peu près au-dessus de celui-ci, mais il est partiellement nettoyé. Et puis, depuis tout ça, hein, sur vraiment ici le tout dernier mouvement, donc là, vous voyez qu'on regarde les 25-30 dernières minutes, eh ben, on a plutôt une augmentation du funding, une augmentation du nombre de contrats, une augmentation du prix. Somme toute, on va dire que tout ça est assez normal, tout se suit, hein, et nous, ce qu'on cherche, c'est bien évidemment des anomalies de liquidité ici, mais on peut considérer, donc du coup, dans la lecture de ce cadre-là, qu'on a un point en dessous et un point au-dessus à prendre. Donc à l'instant T, venir chercher les 28 859 n'est pas du tout un problème. Et à l'instant T également, venir chercher les 29 926 n'est pas du tout un problème également, vous l'aurez compris. Donc voilà pour l'analyse de liquidité. Ensuite, on va faire ici la heatmap. La heatmap qui nous dit quoi ? La heatmap qui nous dit que on est légèrement plus longué sur les derniers jours, mais on a désormais plus grand chose. Si on doit chercher la zone de valeur en haut sur Bitcoin, on sera plutôt au 23,8, donc c'est à peu près le niveau que je vous montrais autour des 23,6. Si on doit chercher de la liquidité en bas, on sera plutôt au 22. Donc c'est la zone, en fait c'est les deux zones un peu que je vous montrais en termes de verrou, premium, etc. Enfin vous comprenez ici la nomenclature qui certes m'est propre, mais du coup elle a le mérite d'être claire. Enfin j'espère. Ici sur Ethereum, on est beaucoup plus shorté que sur Bitcoin. Vous le voyez ici, une valeur dans les 5 derniers jours de 3 milliards au-dessus. Très grosse zone de valeur ici sur Ether, autour des 1683. Et en dessous, on va dire, si on devait chercher la zone de valeur en bas, on est autour des 1005. Lightmap en 12 heures. Lightmap en 12 heures sur Binance. Et du coup, Lightmap, si elle veut bien arriver, voilà. En 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on a été pas mal shorté sur le haut, hein, jusqu'au 23,8 en fait. Je redis un peu la même chose et on a forci un petit peu dans la zone des 22. Désolé, c'est un peu une redite, mais bon, du coup, on a plusieurs confirmations ici, donc c'est pas trop mal. Et toujours pareil, le problème c'est la direction, hein, vous l'aurez compris, ici c'est où est-ce qu'on va en premier, et c'est là que effectivement le risk management intervient, c'est-à-dire je choisis une direction, j'estime qu'on va plutôt aller dans celle-là que dans telle autre, je fais une tentative ou deux, mais je n'insiste pas dans une direction plus que l'autre. Quand on regarde là 7 jours, vous voyez qu'on aurait plutôt ici tendance à dire, ah bah tiens on va venir faire plutôt un tour sous les 22, et la 7 jours marche plutôt pas trop mal, je trouve, ces derniers temps. Là vous voyez qu'on disait, bah regardez, la zone de valeur elle est plutôt en haut, et là vous voyez que quand on regarde la 7 jours, la zone de valeur, elle est plutôt pour de l'éventuellement longue, juste en dessous des 22 000 $, ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher cette zone en premier, ça dépendra pour moi en grande partie également de la demande au spot, qui bien sûr, ici, elle n'a pas été extrêmement réactive, hein, par exemple sur le PCI, par exemple, donc du coup vous voyez que là on est en train de prendre cette zone là, donc on va pouvoir la faire sauter, et elle n'a pas été extrêmement réactive sur le PCI, donc bon, on va dire que ici on est plutôt sur des points, on va dire un peu... on serait plus en courte time frame, là je suis sur quoi, ouais. On serait plus en courte time frame, orienté sur, pour moi, quelque chose de baissier que de haussier, mais cela dit, on a vraiment de la valeur quand même ici au 23,8 à venir chercher éventuellement. Si on vient les chercher avant de baisser, ça veut dire que pour moi on ira peut-être plus bas, voilà. J'ai déjà tout expliqué, mon sentiment en tout cas sur cette idée-là. Je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas ici que nous sommes partenaires de Bybit et BitGet, hein, comme exchange. Utilisez les liens de la chaîne, ça vous fournira 15% de remise sur 15% de remise sur vos frais de trading et également un tirage au sort. Alors c'est un peu complexe, donc j'en parlerai un petit peu plus. Je suis en train de gérer quelque chose avec ces deux exchanges pour qu'on puisse faire un tirage au sort de 200 $ tous les 20 affiliés. Et c'est ok, c'est juste qu'on est en train de ici gérer les détails de tout ça, mais ça voudra dire qu'il faudra venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord.
Et puis, ici, faire votre demande en postant votre UID dans la section demande affiliation et vous aurez ensuite la demande affiliée. Le truc potentiel, c'est que il faudra déposer 100 $, c'est-à-dire que pour être dans le tirage au sort sur chacun de ces deux exchanges, il faudra potentiellement faire un dépôt de 100 $. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait confirmé. On est encore une fois en train de voir les détails avec ces deux exchanges, mais ça peut être sympa. Je trouve une chance sur 20 de gagner 200 $. Voilà. Également dans la section affiliés, pour le coup, je poste en permanence des charts, je poste en permanence, voilà, toutes les charts que je vous montre également. Donc voilà, il y a vraiment un plus à être affilié chez CryptoSignal. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir le dire déjà dans les commentaires. Éventuellement, comme je le dis, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et puis également, mettre un commentaire d'encouragement par exemple. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, ça sera pas une question à la con, mais ce sera plutôt j'ai compris pourquoi Apple mettait ces trucs de chargement sous la souris, en fait. C'est tout simplement pour que les traders qui ont toujours besoin d'une souris qui fonctionne achètent une deuxième souris. Donc c'est vraiment des enculés. Mais en fait, c'est le seul moyen. Le design de ce truc est complètement... Si j'avais le numéro du mec qui a designé ça, eh bien, je l'appellerais tous les jours de manière à insulter lui, sa famille, ses enfants, et ça sur des générations. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Effectivement, je pourrais acheter autre chose que Apple à ce stade. Hein, c'est complètement... J'aurais pas tous les tricks avec les différents mouvements de souris, etc., même si je les utilise pas vraiment nécessairement. Voilà, c'était plutôt un coup de gueule, pas nécessairement ici une question à la con. Je vous laisse là-dessus, j'espère que le contenu vous a plu, et je vous dis à demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Passez une très bonne journée, à bientôt.